Nous avons vu depuis le début des séries de vidéos que notre génétique repose sur une chimie issue du cosmos et que notre vie sur Terre dépend d'une multitude de facteurs agissant simultanément. Aujourd'hui, nous sommes face à une imbrication de processus à différents niveaux, une véritable intrication. Et cette intrication n'est pas abstraite. Elle agit directement, à l'intérieur même du petit homme, au cœur de son cocon, au cœur de son enveloppe. Elle pénètre la matière, tous les éléments œuvrent de concert et une nouvelle organisation structurelle se manifeste à toutes les échelles du vivant, y compris dans la manière de penser et d'appréhender le monde. Rien n'y échappe. Nous avons vu, dans le théâtre des formes, comment les faisceaux, ondes, particules, se regroupent par affinité selon certaines fréquences. Elles pénètrent le moule, le champ morphogénétique, propre à chaque espèce, puis se manifestent dans les corps subtils au niveau du cocon pour se matérialiser dans la forme liée à chaque espèce, c'est-à-dire que d'ondes elles deviennent particules. Il est bien évident que cela vaut pour tout le vivant, quel que soit le règne. Chaque faisceau émet une fréquence qui lui est propre, et lorsqu'il se regroupe par affinité, il crée une harmonique qui se précise au sein du cocon, puis s'exprime dans chaque petit homme selon le type de fréquences qui se sont regroupées. Il n'existe pas deux harmoniques identiques. Mais certaines lois existent. Un des exemples les plus simples est la corde de violon qui oscille périodiquement grâce au frottement adéquat de l'archet. L'oscillation peut se reconnaître à la netteté de la note. Pour cela, l'accordage est fondamental pour obtenir un son juste. L'archet, tenu par le musicien, est essentiel. C'est le frottement de la mèche sur la corde qui crée la vibration, le son, ensuite amplifié par le corps de l'instrument. Le corps devient alors tout aussi déterminant, il agit comme une caisse de résonance, recevant et amplifiant la vibration produite. Il en va de même pour les systèmes vivants. Les énergies qu'ils reçoivent ne deviennent structurantes que si elles rentrent en résonance avec leur rythme interne, avec les fréquences qu'ils portent déjà. Comme pour l'archet, les influences extérieures n'agissent que si le contact est juste. Et comme pour l'accordage, seule une mise en phase permet l'émergence d'une réponse cohérente. Le corps du système, dans ses dimensions physiques, psychiques et émotionnelles, joue alors le rôle de caisse de résonance. Il reçoit, filtre et amplifie ce qui est compatible avec son organisation interne. Ainsi, un système ne peut intégrer que ce qui lui correspond. Les fréquences absorbées sont nécessairement en accord avec son propre champ d'organisation, avec son harmonique incarnée, sa gamme singulière, son programme originel. C'est cette reconnaissance silencieuse, cette mise en phase préalable, qui permet à l'énergie de devenir information, et à cette information de devenir expression, voire transmutation. La même chose se produit bien sûr dans toutes les espèces, qu'elles soient animales, végétales ou minérales. Cette harmonique incarnée arrange à sa guise les notes qui la composent, son programme originel inscrit dans le cocon. Ces notes peuvent donc se poser différemment selon la partition que le petit homme voudra jouer, dans une sorte d'illimité restreint s'il reste sur la gamme de base. Son potentiel est déjà large. Cependant, il ne s'arrête pas là. Une même note peut être jouée sur d'autres octaves. Du point de vue de l'ingénierie du son, lorsque l'on passe d'une octave à l'autre, la fréquence est doublée. Par ailleurs, ces caractéristiques sont associées à des grandeurs physiques, mais également, cela aura une influence sur la perception. À l'étape d'évolution que nous traversons, nous n'en sommes pas encore au diapason, c'est-à-dire au son pur. Cela étant, nous montons en complexité, comme peut le démontrer des capacités du néocortex encore non activées, et de bien d'autres capacités qui sont déjà dans le programme originel, mais non exploitées. La majorité des petits hommes continuent de fonctionner selon un mode conditionné, réduit à certaines partitions autorisées, c'est-à-dire qu'il n'exploite même pas son illimité restreint. Il se conforme à un limité orchestré par la programmation planétaire
de la grande scène du théâtre des formes et des pensées du lac des ondes depuis des millénaires. Comme nous l'avons vu précédemment, depuis 1750, nous traversons une grande accélération qui remet en question toutes les bases et les fondements établis. Et cela à toutes les échelles du vivant, organique et non organique. Par ailleurs, comme vu également précédemment, de nombreuses disciplines scientifiques changent de grille de lecture, découvrant d'une part que tout est interagissant, imbriqué, mais que les relations ne sont pas uniquement rattachées à notre système planétaire, ni solaire, mais dans une lecture cosmosystémique. Le temps de basculement, lui aussi, s'accélère. Il a fallu près de 2 siècles pour passer d'un monde centré sur la Terre à un monde centré sur le Soleil. Mais à peine un siècle pour comprendre que notre Soleil n'est qu'un point parmi des milliards dans une galaxie, elle-même une parmi des milliards. Entre Copernic, en 1543, et Newton, 1687, Galilée et Kepler, début du XVIIe, le proposent. Mais c'est une forte opposition religieuse et philosophique qui s'installe. C'étaient les prémices d'une accélération de changement de vision. Puis, jusqu'au XIXe siècle, on pense que la Voie lactée est tout l'univers. Au début du XXe siècle se déroule un basculement majeur. Grâce à Edwin Hubble, les nébuleuses sont d'autres galaxies, l'univers devient immense. Entre 1920 et 1930, Hubble démontre que l'univers est dynamique. Au milieu du XXe siècle, la relativité d'Albert Einstein s'inscrit dans une vision cosmique évolutive. À la fin du XXe siècle et au début du XXIe, la vision systémique apparaît. L'univers est interconnecté, structuré, multi-échelle. Les changements de regard prennent du temps, surtout quand ils déplacent le centre. Mais comme nous l'avons vu, avec la grande accélération multidimensionnelle et multifactorielle, le centre disparaît à mesure que notre vision s'élargit. Et pourtant, si notre compréhension du monde s'est transformée à une vitesse fulgurante, nos structures intérieures, elles, n'ont pas suivi le même rythme. C'est là que commence véritablement le monde des papillons. Un monde où le petit homme n'est plus le nombril du monde, mais dans lequel il doit apprendre à naviguer dans un système vivant, en mouvement, où tout interagit en permanence. Ceci étant, le petit homme continue à chercher un point d'appui extérieur, s'ancrer, se relier à quelque chose de stable, comme la Terre. Mais dans un monde en transformation permanente, où tout est mouvement, fluctuation, réorganisation, il devient nécessaire de développer autre chose. La centricité, une stabilité intérieure, la capacité de rester présent, lucide et aligné, au cœur même des transformations. Être centrique, ce n'est pas être égocentrique, ni égoïste. C'est ne plus dépendre des variations extérieures pour rester stable. C'est cette qualité de présence, presque d'impeccabilité, qui permet de traverser le chaos sans être désorganisé. Et c'est précisément là que commence le monde des papillons. Un monde dans lequel on ne s'accroche à rien, où l'équilibre ne vient plus d'un point fixe extérieur, mais d'une cohérence intérieure en mouvement. Un monde où percevoir, comprendre, créer, danse avec le processus dynamique créatif du vivant. Par ailleurs, même si le petit homme a une forme identique, le moule, le champ morphogénétique, et répond de fait à un certain commun, selon des lois universelles, les atomes dont il est constitué n'ont pas la même origine pour tous. C'est ce que nous avons vu dans la farandole des atomes. Ces derniers n'ont pas tous traversé les mêmes états ni les mêmes lieux spatiaux. Un atome d'hydrogène peut autant provenir d'une galaxie lointaine, des confins de la Voie lactée, d'Andromède ou des Pléiades, comme il peut provenir de Mars, d'Uranus ou de la Terre elle-même. Les empreintes mnésiques ne seront donc pas les mêmes. Certaines octaves sont activées pour certains, ou prêtes à l'être pour d'autres, et pour d'autres encore, cela semble difficile. Et nous verrons pourquoi ensuite. Dans ce mouvement de réarrangement du vivant, certains semblent déjà vibrer une harmonique élargie, comme accordés à une autre octave du réel, comme s'ils étaient déjà ajustés à ce qui est en train d'advenir, comme s'ils étaient en quelque sorte préparés à ce qui émerge.
Les atomes qui les composent ne proviennent pas tous des mêmes histoires spatio-temporelles. Ils ont déjà traversé des états similaires, intégrant en mémoire certaines dynamiques de transformation. Cela se donne à voir aujourd'hui dans leur structuration, synaptique et aussi fréquentielle, à travers des capacités que l'on qualifie encore de nouvelles et que les neurosciences commencent à explorer. Depuis 250 ans, il y en avait une poignée. Aujourd'hui, ils sont un peu plus nombreux. Depuis plusieurs décennies, la biologie a mis en évidence que tout état traversé laisse une empreinte, une information encodée dans les cellules, transmise, intégrée. Et cela devient particulièrement visible lorsque l'environnement devient contraignant, agressif ou saturé, c'est-à-dire lorsqu'un système ne peut plus évoluer en conservant ses structures initiales. Comme dans la farandole des atomes, tout entre en mouvement pour se réorganiser. Aujourd'hui, nous sommes précisément à ce point de bascule, un moment de convergence, de contrainte, de saturation, de pression. Pression des flux, pression des ondes, des champs, mais aussi du rythme de vie et des dynamiques de nos sociétés. Dans la matière, certaines transformations ne se produisent que sous contraintes naturelles. C'est ainsi que le carbone peut devenir cristal. Pression, température, environnement, autant de forces qui obligent une réorganisation structurelle pour atteindre un niveau de cohérence plus élevé, très puissant par ses nouvelles propriétés. Le diamant viendra peut-être ensuite, comme un accordage plus pur, à l'image d'un diapason. Mais cela appartient à une autre étape. Le vivant s'adapte, il transforme, il réorganise, il augmente la complexité. L'évolution n'est pas un processus lent et continu, mais une alternance entre longues périodes de stabilité et des phases de transformation rapides, presque brusques à l'échelle du vivant. Aujourd'hui, les recherches en génétique confirment cette dynamique. Certaines transformations peuvent émerger par réorganisation massive. Et chez l'humain, ces modifications sont particulièrement marquées. Elles concernent notamment des séquences liées au génome humain, au développement cérébral, à l'activation du cortex, du néocortex et aux fonctions cognitives. L'épigénétique montre que l'organisation du vivant ne dépend pas uniquement de la séquence génétique. Elle dépend aussi de signaux internes et externes. Le vivant est en interaction permanente avec son environnement. Plusieurs gènes interagissent. Des signaux chimiques modifient l'activité. L'organisation globale change le comportement du système. Nous passons d'une logique linéaire à une logique systémique dans notre vision du monde. Le cerveau possède lui aussi une capacité de réorganisation dynamique, comparable à ce que la biologie observe au niveau du génome. Cela concerne les synapses, les réseaux neuronaux et les capacités cognitives. Les neurosciences montrent aussi que certaines situations déclenchent une plasticité beaucoup plus intense. Le cerveau peut connaître des phases d'évolution cognitive accélérées, voire même la modification de l'architecture globale des réseaux cérébraux, pas seulement les synapses locales. Chez l'humain, cette pression ne s'exerce pas seulement sur le corps ou l'environnement. Elle agit directement sur les structures mentales. Surcharge informationnelle, accélération des flux, complexité croissante. La question n'est donc plus uniquement cosmique, elle devient intérieure. Le vivant sous pression se réorganise. L'humain ne fait pas exception. Depuis plusieurs décennies, les biologistes observent des mutations rapides dans les espèces, dans leur comportement, surtout chez le petit homme. Ce passage n'est pas une simple évolution progressive, c'est un seuil, un moment où le système ne peut plus fonctionner comme avant et doit se réorganiser autrement. Ce qui émerge alors, ce ne sont pas seulement des structures plus stables, mais des propriétés nouvelles. Chez le petit homme, cela se traduit par des facultés et des capacités nouvelles, des séquences en dormance qui s'activent, ouvrent l'accès à d'autres potentiels que l'harmonique incarnée porte déjà en elle. Cependant, entre la chenille et le papillon, il y a la chrysalide. Et dans la chrysalide, la chenille ne contrôle rien, ne voit rien, ne sait rien.
Chez le petit homme, en revanche, c'est différent. La métamorphose n'est pas automatique. Elle se traverse en conscience. Il ne change pas de nature, mais d'organisation intérieure. Ses connexions se modifient. Il ne s'agit pas d'une destruction, mais d'une déconstruction des repères qui ouvrent un nouvel espace d'organisation. La chrysalide est une transition de phase, un passage où tout vacille, mais absolument essentiel. Car dans cet espace, tout est remis en question. Les structures anciennes ne tiennent plus, et ce qui semblait stable se défait. Chez le vivant, ce moment n'est pas une simple transition. Même les systèmes fondamentaux sont mis à l'épreuve. Métabolisme, organisation interne, régulation, tout entre en tension. Pour le petit homme, cela peut se traduire par une sensation de perte, de confusion, parfois même de désorganisation. Cette traversée peut être exigeante, car se libérer de ces chaînes, c'est quitter une forme familière, sortir de la scène du théâtre des formes, s'affranchir des pensées du lac des ombres, mais aussi intégrer physiquement le feu électrique et la lumière photonique. La structure potentielle est là, le programme originel. L'ADN ne change pas fondamentalement. Ce qui change, c'est la reconfiguration de son expression, comme s'il franchissait un seuil invisible. La plasticité neuronale réorganise des circuits existants, renforce certaines connexions, active des circuits en dormance, en affaiblit d'autres. Mais ce chaos apparent n'est pas une erreur, il est la condition même de la chrysalide, car c'est dans cet espace instable que peut émerger la nouvelle organisation. Comme pour le carbone, soumis à de fortes pressions, ce ne sont pas les contraintes seules qui transforment, mais le moment où elles deviennent telles que le système ne peut plus rester organisé comme avant. Alors il bascule, et une autre structure devient possible. Aujourd'hui, ces transformations ne sont plus seulement observées, elles sont vécues, elles se traversent, elles se vivent de l'intérieur. Un fossé se creuse entre deux mondes qui ne se rencontrent plus, celui de la chenille et celui du papillon. Car les papillons sont déjà là, signe visible d'une nouvelle civilisation.